Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale, mais avant, nous allons, comme nous en avons l'habitude, comme c'est une tradition, parler un peu de la question du jour avec nos invités que je vous présente d'ailleurs. Serge Adanlao, bonjour Serge. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectateurs, bonjour, chers co-débatteurs. Très bien, vous êtes rédacteur en chef du quotidien partenaire Le Matinal. C'est bien cela. Merci d'être là ce matin. Avec vous, Iris Guégan. Iris, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour aux amis téléspectateurs de la télévision de l'excellence. Très bien, merci. Vous êtes journaliste au quotidien Notre Époque. C'est bien ça. Vous avez suivi avec nous la question du jour, la question posée par Jacqueline Lavaux sur la vallée de notre vallée de l'Ouémé. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela vous dit? D'abord, c'est une fierté d'entendre que la deuxième vallée la plus riche du monde se retrouve dans notre pays. Et quand on parle de vallée, c'est une potentialité. Ce sont des atouts qui peuvent nous aider dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine agricole. Quand on parle de vallée, c'est des limons qui sont déposés en saison sèche et qui sont favorables à l'agro, à l'élevage des bêtes, et aussi c'est un vivier. Ça permet, c'est un socle que l'économie béninoise peut se reposer sur ça, oui. Pour décoller. Oui. Et donc, nous sommes fiers en tout cas d'avoir cette vallée, et oui. Plusieurs cultures sont possibles dans la région avec plusieurs ressources minières. Oui. Appris aussi. Voilà. Serge Adanlao. Oh, comme mon prédécesseur le disait, c'est une fierté de savoir que dans son pays, l'on dispose de la deuxième potentialité, de la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil. Je crois que c'est pas nouveau comme information, c'est oui. Juste un rappel. On a eu à l'apprendre au secondaire, je crois bien, lorsqu'on nous inculquait, lorsqu'on nous enseignait les notions élémentaires pour pouvoir nous en sortir plus tard dans les études. C'est heureux que cette vallée-là appartienne à notre pays, mais malheureusement, nous constatons que ça reste à l'étape de théorie. Cette vallée n'est pas exploitée comme cela se doit. À peine 10 ou 15%. Oui. Alors que on a la possibilité de nous décoller économiquement, ne serait-ce qu'en mettant en valeur une portion, pas toute la vallée, une simple portion de cette vallée-là. On peut non seulement nous autosuffire au plan alimentaire, mais aller à la rescousse de certains pays de la sous-région, et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. C'est resté inexploité. Il y a des programmes qui se sont succédés, il y a des programmes qui ont été, même des financements qui ont été obtenus pour pouvoir mettre en valeur cette vallée. Mais malheureusement, on ne sait pour quelle raison, ou du moins c'est pour peut-être un mauvais choix, une mauvaise option des gouvernants d'alors. Cette vallée n'a pas pu être ce qu'elle doit être. On va souhaiter que le gouvernement du nouveau départ, qui est en train de dégrainer les derniers mois de son premier mandat, puisse véritablement mettre la vallée du Nil, pas du Nil, la vallée de l'Ouémé, oui, au cœur de sa politique, surtout que au plan agricole, des performances sont en train d'être enregistrées de ce côté-là. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, certainement avec ses cadres, vont mettre le nécessaire en place, vont prendre les dispositions qu'il faut pour que cette vallée puisse véritablement être utilisée à bon escient et que le Bénin puisse bénéficier de ces différentes potentialités à fond. Très bien. Merci. C'est sûr que les appels sont entendus et que certainement, selon nos informations, un vaste programme sera bientôt lancé dans cette vallée pour sa mise en valeur, pour qu'on l'exploite à fond. Parce que cette vallée pourra nous aider à assurer notre autosuffisance alimentaire. C'est très important.
Nous allons à présent parler du sujet du jour, qui sera donc le chef de l'opposition béninoise. La question entretient dans la tête des politiques et donc d'actualité. Depuis que le statut de l'opposition est voté, on s'impatiente, on s'interroge sur le parti ou celui qui portera le drapeau de l'opposition et de la représenter donc dignement. Déjà, des voix s'élèvent donc pour réclamer cette position du chef de file de l'opposition et donc les FCBE par exemple. Iris Guégan, chef de l'opposition, pour vous, qu'est-ce que cela signifie quand on parle de l'opposition, du chef de l'opposition? Le chef de l'opposition, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, le Bénin a opté pour le système démocratique. Et quand on parle des partis soutenant les actions du gouvernement, là, il y a des partis on parle des partis de la mouvance, et aussi, il y a aussi des partis qui ne soutiennent pas forcément les positions prises, soit les actions menées par le gouvernement. Ces partis se regroupent dans l'opposition. Et déjà, dans notre pays, il y a plusieurs lois qui ont été votées par les législatures passées pour permettre à ces partis d'appartenir à l'opposition. Donc, le chef de file de l'opposition se démarque du lot et se positionne comme une alternative crédible à la gestion qui se fait la gestion en cours. Et pour proposer d'autres choses, pour proposer d'autres actions, pour pouvoir prendre le pouvoir après. Oui, c'est Jean Dalor. L'opposition, pour vous, est-ce que aujourd'hui au Bénin, on peut dire qu'il y a véritablement une opposition? Non, on peut le dire puisque vis-à-vis de la législation, vis-à-vis de la loi, il y a quand même des partis qui se sont conformés au ministère de l'Intérieur et qui ont pu obtenir leur récépissé. À partir de cet instant, on peut dire qu'il y a des partis de l'opposition. Maintenant, la question, c'est par rapport à qui sera un chef de file de l'opposition, ou bien dans le contexte actuel où on n'a pas de parti d'opposition à l'Assemblée nationale, on n'a que des partis d'opposition, sinon un parti d'opposition au niveau des conseils communaux et municipaux. Donc, vis-à-vis de la loi, on peut dire qu'il y a des partis d'opposition actuellement au Bénin, et on peut citer la Force Cori pour un Bénin émergent, par exemple. On peut citer le parti de Korogoné, MPL, je crois, Mouvement populaire pour la libération. Voilà, on peut citer aussi le parti Restaurer l'espoir de candidat Azanaï. Je crois ces trois-là ont quand même plus ou moins affiché leur position sur l'échiquier politique national, comme quoi ils ne sont pas en phase avec la gouvernance du pays sous Patrice Talon. Donc, ils se sont démarqués de cette gouvernance-là et se présentent comme des partis d'opposition. Maintenant, parmi ces partis, qui est à même d'être d'occuper le fauteuil de chef de file de l'opposition? Je crois en la matière, il y a le statut de l'opposition qui a été, disons, toiletté récemment en 2019, novembre 2019, par les députés. À ce titre, l'article 8 de ce statut de l'opposition précise clairement les conditions pour être désigné chef de file de l'opposition. Et par rapport à ça, pour être chef de file de l'opposition, il faut appartenir à un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. Dans le cas d'espèce, le parti qui est à même d'occuper ou d'être désigné, ou qui exige et même réclame, qui réclame, c'est la Force Cori pour un Bénin émergent. Mais il se fait que la Force Cori pour un Bénin émergent n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Alors, le même statut de l'opposition prévoit qu'au cas où il n'y a pas de députés, enfin, au cas où les partis n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir désigner le chef de file de l'opposition? Dans le cas d'espèce, le statut de l'opposition parle d'élus communaux. Et là, la FCBE au sorti des élections communales, avait c'était sorti avec
7 maires. Oui. Mais avec la dernière décision de la Cour suprême, la FCB est venue à 6 maires. À 6 maires. Donc, à partir de cet instant, je crois que ce n'est que justice, ce n'est que normal que la force Kori pour un Bénin émergent puisse réclamer le statut de chef de file de l'opposition. Maintenant, avant que la décision ne soit prise en conseil, puisque c'est le conseil des ministres bien sûr, qui doit nommer le chef de file de l'opposition. Il y a sans doute des formalités qui sont à remplir. Je crois que si la FCBE remplit ces formalités-là, il n'y a pas de raison pour que le parti ne puisse pas dégager le chef de file de l'opposition. Maintenant, à l'interne, il va falloir que les militants et les membres du bureau exécutif puissent véritablement s'entendre pour porter leur choix sur une seule personne. Parce que quand on analyse les différentes positions, on sent que le numéro 1 du parti, le secrétaire exécutif national, veut. On sent que d'autres membres... Le secrétaire, l'adjoint aussi, veut. D'autres membres du bureau exécutif veulent aussi. Donc, il va falloir s'entendre à l'interne pour que une seule candidature puisse être portée par le parti pour que la décision de nomination du chef de file de l'opposition puisse véritablement être chose effective dans notre pays et qu'on sente véritablement que cette opposition-là travaille, contribue à l'action publique, contribue à améliorer la gestion du pays, contribue aux côtés de l'exécutif à travers des différentes propositions. Parce que l'opposition, c'est aussi ça, c'est des propositions pour le gouvernement en place, c'est des propositions pour pouvoir améliorer la gouvernance. Et dans d'autres pays, par exemple, quand vous voyez le président de la République voyager, vous avez à ses côtés le chef de l'opposition. Le chef de file de l'opposition. Et je crois que le statut de l'opposition qui a été voté par les députés prévoit ça aussi, que dans les délégations officielles, il puisse avoir aux côtés de celui qui conduit la délégation, de ce chef de file de l'opposition, pour que dans les négociations, il puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice. Très bien. Oui, Iris Gbegan, c'est vrai, aujourd'hui, la FCBE exige donc cette position de chef de file de l'opposition, mais au regard de la situation qui se présente aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on puisse arriver et qu'ils puissent s'entendre d'abord en leur sein, avec ces soubresauts, le remue-ménage qu'il y a eu entre eux, les mésententes et tout, est-ce que ils finiront par s'entendre? Oui, la loi est claire. La loi votée l'année passée, le jeudi 21 novembre, portant statut de l'opposition, celui qui doit aspirer à être chef de l'opposition ou chef de file de l'opposition, c'est le chef du parti. Et dans ce cas, ici, c'est la FCBE représentée au niveau communal des différentes communes du pays. Et aujourd'hui, le chef de ce parti, son nom est connu, le secrétaire exécutif national, c'est M. Paul Ronkbey. Maintenant, je ne sais pas, parce que nous avons constaté, surtout à Parakou, des soubresauts des conseillers qui ne s'alignent plus derrière les décisions du parti. Force doit rester à la loi. Le chef de ce parti, c'est Paul Ronkbey. Et même s'il y a des dissensions internes, même s'il y a des soubresauts, la loi est claire sur cette décision. Le chef de ce parti, c'est Paul Ronkbey, et ça lui revient du droit. Maintenant, la loi exige aussi, c'est vrai, M. Sey disait tout à l'heure que nous avions déjà des partis de l'opposition. Moi, je dirais, on a des partis qui ont des avis contraires à ceux du pouvoir en place. Mais la loi dit que le parti doit faire une déclaration officielle au ministère de l'Intérieur pour être reconnu d'abord comme parti de l'opposition et après être choisi comme chef de file de l'opposition. Donc là, à l'état actuel, et d'ailleurs l'ex-ministre d'État chargé à la défense de Théophile Yarou, dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien Événements Précis, a dit qu'ils sont en train de faire déjà les démarches, ils sont en train de mener les démarches administratives pour être reconnus d'abord comme parti de l'opposition.
et après, le reste se fera. Et ils sont seuls. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde, il se réclame de l'opposition, tout le monde sait. Oui. Il se réclame de Ils l'opposition. le disent, Et mais sur papier, au ministère de l'Intérieur, ils ne sont pas encore reconnus comme un parti de l'opposition. parti de l'opposition, je crois, Serge, ils sont tout le monde ils sont reconnus comme parti de Maintenant, l'opposition. peut-être c'est qui va porter ce manteau du chef de file de l'opposition en leur sein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on entend Paul Humpé réclamer. Théophile Yarou aussi qui rumine les choses. Et puis, ces deux voix qu'on entend très souvent, est-ce que cette situation ne fait peut-être pas augmenter le clivage Non, c'est clair, hein. C'est clair. Et la loi, d'accord, mais il faut qu'à l'interne, les gens puissent s'entendre et approuver la désignation du parti. Si vous ne vous entendez pas, le parti peut envoyer, Paul Humpé peut s'auto-envoyer et parallèlement, Théophile Yarou va écrire au ministère de l'Intérieur pour dire, moi je ne me reconnais pas à travers la désignation du secrétaire exécutif national. C'est vrai que c'est la loi est claire, elle est précise là-dessus, mais si à l'interne il y a dissension, vous voyez que le ministère de l'Intérieur ne fera que prendre acte et dans ces conditions, on ne pourra pas véritablement désigner le chef de file de l'opposition. Oui. Donc, à ce niveau, le premier travail à faire, c'est à l'interne, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est d'abord que les ambitions puissent être revues au niveau du parti pour que tous, membres du bureau exécutif national, ils puissent relire, s'il le faut, si ce n'était pas le cas, ils puissent relire les tests qui régissent le parti, qui régissent le parti Ouais. et qui précisent comment est-ce que l'opposition doit s'organiser dans le pays, comment est-ce qu'on désigne le chef de file de l'opposition. Une fois que ces préalables seront faits, ils pourront maintenant passer à l'étape du ministère de l'Intérieur pour voilà celui que nous avons désigné comme notre porte-parole, voilà celui que nous avons désigné pour être chef de file de l'opposition. Le ministre va s'occuper de transmettre le nom au gouvernement qui en conseil des ministres va valider à travers l'approbation de la désignation du parti. Donc, je crois que sur l'échiquier politique actuel, on n'a pas besoin de loup pour ça. Les partis se réclamant de l'opposition. Sinon, le seul parti à même de désigner le chef de file de l'opposition aujourd'hui, c'est la Force Cori pour un Bénin émergent. Tout à l'heure, quand je citais les partis comme Restaurer l'Espoir, le MPL de Korogoné et autres, ce n'était pas pour dire en fait qu'ils sont éligibles pour être désigner chef de file de l'opposition. Oui, parce qu'ils n'ont pas la loi. Mais je faisais comprendre en fait que sur l'échiquier politique, il y a actuellement certains partis qui se réclament comme de l'opposition. Donc c'est dans cette foulée-là que je les ai cités. Mais le parti a même vis-à-vis de la charte des partis, pas de la charte, du statut de l'opposition, à même de désigner le chef de file de l'opposition aujourd'hui, c'est la Force Cori pour un Bénin émergent, puisque c'est le seul parti qui dispose d'élus communaux qui vis-à-vis de ce statut-là pour pouvoir désigner le chef de file de l'opposition. Donc aujourd'hui, le statut de l'opposition est clair là-dessus. Pour être chef de file de l'opposition, quels sont les critères, quelles sont les conditions qu'il faut remplir. Et même si certains critères comme tels que je les ai rappelés tout à l'heure ne sont pas remplis par la FCB, il y a quand même un critère, le critère d'élus communaux qui est rempli aujourd'hui avec les 6 maires dont dispose le parti. Et avec ça, je crois que le statut de chef de file de l'opposition peut être confié à la Force Cori pour oui, mais en attendant que ce parti ne soit accepté, reconnu, il s'agit donc des démocrates qui se constituent. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, officiellement, ce n'est pas encore le parti n'existe pas encore. N'existe pas, mais il faut les voir venir. Ils se voient déjà, ils se réclament d'ores et déjà, et bien avant même leur constitution de l'opposition. Oui, on attend la décision, c'est vrai, ils ont déposé des dossiers, et c'est au cadre du ministère de l'Intérieur d'aviser, de voir si les pièces
fournis sont conformes aux lois sur la constitution de voilà. Et si c'est bien fait, je crois que le ministère va donner le récépissé. Mais ce parti n'a pas, c'est vrai, je suppose, je prends le cas où on l'autorise comme parti politique. Ils n'ont pas connu encore de joute électorale pour se jauger, pour voir des élections communales, législatives. Ils auront le temps de s'aguerrir, ils auront le temps de s'affûter pour voir si sur l'échiquier politique, ils auront leur place et de prendre, si en temps le chef de file de l'opposition était donné au FCBE, ils vont se disputer cette place. Maintenant, je crois que c'est une victoire pour Paul Roumpé. Parce que avant les élections communales, il y avait une partie qui ne voulait pas aller aux élections communales. Et même l'ex-président Yaïboni avait démissionné. Il y a une frange, près de 3 quarts des membres du bureau politique ne voulaient pas aller aux élections. Il a pris le risque. Il a dit non, niet, on doit aller à ces élections-là pour être une alternative crédible. Et je pense que Paul Roumpé, aujourd'hui, de son statut de secrétaire exécutif national des forces Kori pour Mbele émergent, il mérite amplement d'être choisi comme chef de file de l'opposition au Bénin. Oui, Serge, votre avis sur la question des démocrates à l'étape actuelle des faits, ils ne disposent pas d'élus communaux, donc ils ne sont pas éligibles pour désigner le chef de file de l'opposition, puisque actuellement le parti n'existe pas légalement. Et même si c'était le cas, le parti n'a pas encore participé officiellement à une compétition électorale. Et c'est la participation à une compétition électorale qui permet de désigner des élus, soit des élus parlementaires ou des élus communaux. On n'en est pas là actuellement. Le seul parti qui a déjà franchi ces 2 paliers, c'est la force Kori pour Mbele émergent. Et pour moi, je continue de le dire, je persiste et je signe, la FCBE a plus ou moins le profil qu'il faut pour désigner le chef de file de l'opposition. Il va falloir que l'essentiel puisse être fait pour que on puisse désigner ce chef de file de l'opposition pour crédibiliser davantage le système démocratique béninois qui est en cours actuellement. Alors, ça c'est bien sûr toujours pour renforcer le système partisan, cette réforme mise en place par le chef de l'État. Mais l'autre question qu'il faut se poser, c'est de savoir, le chef de file de l'opposition, qui est-il et quel doit être véritablement son rôle? Le chef de file de l'opposition, c'est, disons, le porte-étendard de l'opposition béninoise, puisque nous sommes au pays. C'est lui, en principe, qui doit refléter l'image de l'opposition du pays. Si, par exemple, l'opposition béninoise est une opposition qui doit faire des propositions pour accompagner les actions du pouvoir, c'est ce chef de file de l'opposition qui doit refléter cela. C'est ce chef de file de l'opposition qui doit, de temps à autre, monter au créneau pour dire son accord par rapport à certaines politiques du pouvoir en place. C'est le même chef de file de l'opposition qui doit monter aussi au créneau pour montrer ce désaccord par rapport à certaines options, à certains choix. Oui, de façon très objective. Oui, c'est pourquoi je parle de monter au créneau pour donner son accord par rapport à certains choix et pour, par la même occasion, dire son désaccord par rapport à certaines options du gouvernement. Donc, quand je parle en ces termes, c'est qu'il doit avoir forcément de l'objectivité dans les différentes sorties, dans les différentes prises de position de ce dernier-là. Et ce dernier n'est pas là pour orner ou bien pour constituer d'enjoliver au système démocratique, non. Ou profiter aussi des moyens de l'État, parce qu'ils auront... Voilà, ils auront des avantages. Forcément, en tant que chef de file de l'opposition, le statut confère à ce dernier des avantages. Il doit avoir de garde-corps, il doit avoir un véhicule, il doit avoir des chauffeurs, il doit les missions officielles du chef de l'État, il doit pouvoir être dans la délégation si le chef de l'État
Le consulte. Le consulte. Il doit pouvoir être consulté aussi par le chef de l'État sur certaines politiques de la nation. Donc, je crois qu'il n'est pas là pour comme un enjoliveur, non, mais il doit pouvoir participer véritablement à l'enracinement de la démocratie. Et cela va être remarqué à travers ces différentes contributions. Ce n'est pas que pour peindre en noir la gouvernance du pouvoir, du régime en place, quand on est chef de file de l'opposition. Quand quelque chose est bien fait, il doit pouvoir être en mesure de le dire à la face du monde. Et quand il y a des ajustements à faire, il doit pouvoir également monter au créneau pour dire, ah, le gouvernement, par rapport à telle politique qui est en train d'être menée, nous suggérons que la politique puisse être revue de cette façon pour que le maximum de Béninois puissent bénéficier de la politique. Ne pas le faire, c'est constituer une caisse de résonance et ce serait dommage puisque pendant longtemps, le Bénin est resté sans chef de file de l'opposition. Maintenant que les députés de la 8e législature ont jugé, avec certainement et sans doute la contribution du chef de l'État, ont jugé utile et opportun de doter le pays de cette loi, celui qui aura la lourde responsabilité de porter ce manteau doit véritablement être à la hauteur de la tâche pour que on ne sente pas que c'est une loi de trop qui a été votée par l'Assemblée nationale, mais que cette loi est bénéfique pour le pays. Oui, l'article 11 de la loi portant sur le statut de l'opposition a déjà prévu les conditions dans lesquelles le chef du file de l'opposition peut être consulté. C'est sur des questions qu'elle doit exécuter, faire son travail, oui, qui lui est confié. Voilà. Oui. C'est sur des questions engageant notre nation, sur des questions de paix, où lorsque notre pays fait des actions à l'extérieur, ce chef de file peut être consulté par le président de la République. Et il faut aspirer à ça. Il faut que le régime actuel travaille à nommer le chef de file, parce que quand on parle de système démocratique, malgré toute votre bonne volonté, il faut des gens en face pour porter des réserves, pour critiquer, pour que vous puissiez vous améliorer dans votre gestion. Merci à vous, Serge Adanlao et Iris Agbega. Nous allons passer au second sujet. Un accent particulier donc sera mis sur l'enseignement technique et professionnel dès la rentrée prochaine. C'est la nouvelle décision prise par les autorités en charge de l'éducation de ce volet, de ce sous-secteur. Donc, le but est de faire des apprenants, des techniciens et professionnels prêts à l'emploi, prêts à donc opérer directement sur le terrain. Cette option faite par le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans son programme d'action, se poursuit. La formation technique et professionnelle est vue aujourd'hui comme un levier, l'un des leviers de développement du pays. Iris Guégan s'est dit, si on décide aujourd'hui de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle, 80% dès la rentrée prochaine, c'est dire qu'on a constaté qu'il y a plus de théorie, peut-être dans les lycées, dans les formations professionnelles, que de pratique. Oui, j'ai suivi un entretien fait par le ministre de l'enseignement secondaire, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à nos confrères. Il disait que dans nos lycées, plus précisément dans le lycée Kulbali, qui a, parlant d'équipement, pour un matériel qui existe là, il y a, pour prendre le niveau d'énergie, par les élèves, que ce matériel date de 1953. Et aucun travail ne peut se faire dans ces conditions. Donc, déjà pour cette rentrée, le ministre dit qu'on va mettre l'accent à 80% sur la pratique, c'est chose normale, parce que tout à l'opposé de l'enseignement général, l'enseignement technique et professionnel est axé sur l'action. C'est tout le contraire technique et professionnel. C'est tout le contraire des connaissances
procédurales, des connaissances déclaratives, des connaissances théoriques, ces connaissances qui sont faites en classe où on doit bûcher, on doit apprendre. Non. Ici, les élèves sont confrontés à la pratique. Ils doivent s'essayer aux expériences, ils doivent s'essayer dans des laboratoires. Si c'est les techniciens pour conduire les tracteurs, le tout ne suffit pas à dépendre des connaissances dans le cahier. Ils doivent aussi les essayer. Ils doivent aussi être confrontés à la pratique. Et comme ça, dès qu'ils vont sortir avec un DTI ou un CAP, ils seront opérationnels. Parce que c'est pour ça on est en train d'orienter les enfants de l'enseignement général vers l'enseignement technique. Et si là aussi les enfants sont astreints à des connaissances théoriques, c'est pas bien. C'est une très bonne décision de maximiser, de mettre l'enseignement à plus de 80% sur le côté pratique. Ce serait tout bénéf pour nos apprenants dans les lycées. Très bien. Oui, c'est ça. Alors, on a remarqué que, si nous prenons l'exemple de ceux qui sont dans les lycées, les formations professionnelles reconnues, qui sont des électriciens, par exemple, électriciens bâtiments, peut-être 3 ans, 4 ans après, ils sont incapables de pouvoir opérer sur une panne, peut-être dans leur maison, dans leur chambre, une panne dans une boîte de dérivation par exemple, ils ont des problèmes, on se refait directement au cahier. Il faut d'abord consulter la théorie avant de passer à la pratique. Bien d'autres exemples qu'on pourra donner. Aujourd'hui, il faudra véritablement corriger ça et passer aux réalités, c'est-à-dire à la formation, à la pratique directe pour qu'il soit opérationnel. Est-ce que vous avez vu ça de cette manière aussi? Non, ça frappe, ça crève l'œil en fait, ce que vous avez décrit tout à l'heure dans votre intervention. C'est à l'image en fait du système éducatif béninois. Quand je fais une comparaison avec l'enseignement général, je veux parler de l'apprentissage par exemple de la langue anglaise au secondaire. Oui. Pendant longtemps, je crois que la pratique est maintenue comme telle. On est formaté à la théorie où c'est les connaissances grammaticales qu'on nous enseignait. Alors que l'anglais, il faut certes connaître les notions grammaticales, mais au-delà des notions grammaticales, il faut pouvoir s'exprimer en anglais et couramment. Mais pendant longtemps, on a constaté que au secondaire, l'accent a été beaucoup plus mis sur les notions grammaticales au détriment du parler en fait, si bien que vous pouvez de la 6e jusqu'en terminale finir de parler, finir d'apprendre l'anglais et vous n'allez pas pouvoir vous exprimer en anglais. Comment construire des phrases en anglais, tout ça, on nous l'enseigne, on vous enseigne, mais quand vous finissez, vous n'êtes pas à même de parler l'anglais. Alors que sur le marché de l'emploi, c'est celui qui est à même de s'exprimer, c'est celui-là que l'employeur recherche. C'est pas celui qui a les compétences grammaticales, les connaissances et ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant longtemps, on a formé des Béninois sur la théorie. Si bien que au plan pratique, très peu sont ces Béninois-là qui arrivent à capitaliser, à retenir quelque chose. Donc une telle décision du gouvernement vient remettre les pendules à l'heure pour que ces ces lieux de savoir dédiés à la formation technique et professionnelle puissent véritablement retrouver les lettres de noblesse et que les apprenants qui passent par ces lieux de formation puissent, au terme de leur formation, puissent véritablement refléter l'image de ce qu'ils ont vraiment transité par ces lieux de formation technique et professionnelle et non les collèges d'enseignement général où là-bas c'est beaucoup plus les généralités qui sont enseignées aux apprenants. Une telle décision permettra au Bénin de réduire le problème de chômage parce que désormais
quand vous finissez, vous êtes sûr de... L'exemple que vous avez pris tout à l'heure par rapport à celui qui fait l'électricité bâtiment, vous êtes sûr de pouvoir connecter des fils, des fils, oui. Et même détecter la panne et corriger ce qui ne va pas. Est-ce que dans votre propre chambre, avant qu'on ne parle de l'extérieur, vous êtes à même par exemple de détecter une panne quand une panne survient au beau milieu de la nuit, sans que vous ne fassiez référence à un électricien. Donc, procéder de la sorte, c'est permettre à ces apprenants qui sortent de ces centres de formation de pouvoir être véritablement opérationnels sur le terrain. Oui, c'est-à-dire donc un an, vous êtes dans un lycée, vous êtes dans une filière pratique, technique et professionnelle donnée. Un an après, vous devez être à même d'intervenir, de pouvoir intervenir directement sur un terrain. C'est ce que le ministre, c'est-à-dire la décision prise aujourd'hui qui sera mise en application dès la rentrée prochaine, c'est de ça qu'il s'agit. 9 mois, un an maximum après, l'apprenant doit être capable d'intervenir, de pouvoir faire preuve de ce qu'il a appris. De ses compétences, du savoir-faire. Et c'est vrai, vous savez, lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, était à Paris, il a sorti une phrase qui a fait jaser que le Bénin est une dizaine de compétences et sous nos cieux, nos gouvernants sont obligés d'importer cette compétence de l'extérieur parce que dans les domaines bâtiments, vous avez vu le projet asphaltage, c'est vrai, il y a des ouvriers béninois, mais c'est... Mais là, il y a beaucoup de techniciens béninois, des typographes, ceux qui sont en bâtiment, travaux publics. Oui, mais le nombre n'est pas consistant. Donc, avec cette décision, vous l'avez dit tout à l'heure, après une année académique, nos élèves qui sont dans ces lycées, Botba, Tchaourou, Sotokhomé, Sekou, seront à même de répondre aux exigences du marché économique. Et c'est ce qui est très bien. Parce que aujourd'hui, quand on lance des concours d'entrée à la fonction publique, voyez le nombre. Le rapport entre la place disponible et le nombre d'étudiants, de demandes, ça fait peur. Donc ces élèves, lorsqu'ils sortiront de ces lycées, n'attendons pas forcément l'État avant d'être opérationnels. Eux-mêmes, ils peuvent se défendre, ils peuvent créer leur entreprise et engager d'autres Béninois pour pouvoir travailler dans ces pays. Et c'est ça qui a été le modèle de réussite de la Chine. Très bien. Aujourd'hui, quand on parle du succès chinois, c'est en grande partie grâce à l'enseignement technique et professionnel. Oui, c'est-à-dire donc Iris Began, s'il vous est donné d'orienter vos enfants, par exemple, dès le secondaire, qu'est-ce que vous Oui, le choix est d'office. Après son BPC, il ira, si c'est mon enfant, il ira dans le lycée Sotokhomé. En tout cas, de la place pour une formation technique et professionnelle. Voilà, c'est parce que il ne faut pas l'enseignement général finir avec le bac, la licence, le master. Et après, d'autres soucis. Voilà. Oui, Serge. Oui. Non, c'est logique. Ce que Iris décrit comme situation, c'est la situation du marché de l'emploi actuellement où vous finissez d'apprendre, c'est une autre misère qui commence pour vous. Vous ne savez pas ce qui vous attend, où est-ce que vous allez exercer. Vous avez des gens qui ont le master, même des gens qui ont le doctorat, qui sont encore sous la responsabilité parentale. C'est extrêmement grave, puisque une formation ne devrait en principe pas aboutir au chômage si les choix éducatifs du pays étaient éclairés en son temps, si ce n'était pas des choix à problème tels que ce que nous vivons actuellement. Normalement, quand vous finissez, vous atteignez un certain niveau dans les études, vous devez pouvoir être opérationnel, ne serait-ce que dans une petite structure, dans une petite entreprise de la place pour pouvoir joindre les deux. Malheureusement, aujourd'hui, c'est que on forme de chômeurs d'année en année et finalement, l'État même n'arrive pas à employer tous ces chômeurs-là, si bien que
les gouvernants sont obligés de retourner à la base, tel que c'est le cas actuellement, pour revoir la manière de former, pour que le nombre de chômeurs, la courbe ascendante de chômeurs puisse véritablement être revue et que désormais le pays puisse disposer des gens à même d'agir ponctuellement dans leur domaine pour que tout ce dont on a besoin, tout ce dont le pays a besoin pour son développement puisse être de ce côté-là atteint. Très bien. Et donc aujourd'hui, l'adéquation, formation, adéquation, c'était de mise, ça revient encore, on doit mettre un accent là-dessus et viser les nouvelles filières aujourd'hui. Oui, je crois que c'est un début, cette décision prise par le gouvernement. Certainement que les mois, sinon les années à venir, on va constater que sur ce plan-là, sur le plan adéquation, formation et emploi, quelque chose sera également fait dans ce sens-là pour que le nombre de chômeurs, la situation éducative actuelle telle qu'elle est présentée, telle qu'elle s'offre actuellement ne puisse pas rester comme telle et que les apprenants puissent, au terme d'un certain de leur formation, ils puissent servir concrètement à quelque chose. Très bien. Nous allons faire la conclusion, je dirais, par rapport aux deux sujets. Iris Gbegan, votre sur le deuxième sujet, moi je demande au ministre d'élargir cette décision, même à l'enseignement général. Parce que même là-bas aussi, on voit, il est récurrent de voir des CEG n'ayant même pas de laboratoire. En PCT par exemple, on leur demande de faire des expériences, mais c'est théorie. En SVT, ils doivent faire des expériences, mais ils n'ont pas de laboratoire. Et même de voir l'enseignement, la formation, les situations d'apprentissage. En premier, par exemple, en histoire géo, on apprend toujours le monde de 1919 à 1939. Pour apprendre quoi? Ça ne répond pas aux exigences. Le monde a évolué. Le monde a évolué et il faut être au pas et il faut former des apprenants qui répondront aux exigences du marché actuel. Très bien. C'est Jean Dallon? Non, c'est le monde de 1929, de 1919. Il faut qu'on l'enseigne, mais pas en abondance. Parce qu'on a toujours besoin de culture générale, Iris, pour pouvoir débattre de certains sujets donnés. Vous avez forcément besoin de recourir à vos connaissances, à votre culture personnelle pour pouvoir débattre de certains sujets. Mais faire en sorte que ces enseignements ne puissent pas dominer dans la formation, parce que actuellement ce sont des formations qui à la fin ne sont pas bénéfiques pour les apprenants. Ce sont ces enseignements là qui sont dominants et c'est ce qui est à la base de tout ce que nous constatons comme maux du système éducatif béninois. La très belle décision, la décision très éclairée du gouvernement et du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle doit être saluée et encouragée pour que au-delà de cette décision-là, l'adéquation entre la formation et l'emploi puisse véritablement prendre corps également et que désormais le Bénin puisse être présenté comme un pays où l'on ne forme plus au chômage, mais où l'on forme pour des métiers d'avenir, où l'on forme des apprenants qui sont à même, au terme de leur cursus académique, on sont à même de répondre favorablement aux besoins du développement de leur pays. Très bien. Merci à vous, chers invités, Iris Gbegan, journaliste au quotidien Notre Époque, et Serge Adanlao, rédacteur en chef du quotidien partenaire Le Matinal. Merci d'être venu ce matin. Merci pour l'invitation. Merci. On se retrouve très très prochainement. Merci à vous. Nous allons, avant de prendre congé de vous, revenir sur certains titres des quotidiens parvenus à notre rédaction. Voici à nous.